Ok, alors, on y va, c'est parti. Alors, pourquoi je vous invite à ce webinaire? Bonsoir Élise. Pourquoi je vous invite à ce webinaire ce soir? Eh bien, je suis beaucoup en contact avec des étudiants parce que je donne beaucoup de cours à l'école d'infirmière et puis je suis aussi en contact avec des professionnels. Vous savez que je fais de l'accompagnement en particulier, enfin peut-être que certains d'entre vous ne le savent pas, mais je fais de l'accompagnement en particulier avec des soignants, donc des soignants qui me contactent via le blog et puis je me permets de les suivre pour les aider à mieux vivre leur métier et les difficultés qu'ils traversent. Et je me suis rendu compte de quelque chose de très intéressant, c'est que on savait beaucoup de soignants et de jeunes étudiants que je rencontre ne savent pas très très bien où ils vont, pourquoi ils y vont, quels sont leurs objectifs professionnels, qu'est-ce qu'ils aiment faire dans ce métier. Alors les étudiants sont très en mode j'allais dire d'absorption, hein, ils prennent. Donc ils prennent beaucoup de savoir-faire, on enseigne très peu de savoir-être quand même. Et, euh, et les professionnels, très généralement, les jeunes professionnels, quand ils sortent, ils font. Enfin, voilà, on nous enseigne du savoir-faire, donc forcément, quand on sort de l'école, on fait. Et puis, c'est beaucoup plus tard qu'on se pose, qu'on se recule et qu'on se dit, mais qu'est-ce que je fais là en fait? Qu'est-ce que je voudrais faire dans ce métier? Est-ce que je voudrais faire de l'urgence? Est-ce que je voudrais faire du libéral? Voilà, moi j'ai des professionnels qui me disent je voudrais me lancer, mais je ne sais pas si le domicile ça va me plaire. Est-ce que c'est fait pour moi? J'en sais rien, mais à l'hôpital je ne me retrouve pas, je ne retrouve plus mes valeurs. Et, euh, et cette notion de mouvement, elle est compliquée parce que si on ne sait pas qui l'on est, on ne sait pas très bien où on va. Et donc c'est un peu comme si on était capitaine d'un gros bateau et qu'on naviguait sans phare, pas les phares qui s'éclairent, hein, les phares sur la côte, sans phare, sans boussole et sans carte. Ben, du coup, ça donne quoi? Ça donne un capitaine qui est aux commandes d'un bateau, il ne sait pas trop où il va, il sait super bien naviguer, hein, c'est pas le problème, il connaît très bien son appareil, il connaît très bien sa technique, mais il ne sait pas où il va. Et donc, bah, il se laisse porter par les éléments, il se laisse porter par la direction, il se laisse porter par le courant. Donc, il se laisse porter, mais finalement, il n'est pas acteur, il n'est pas actif de ce qui est en train de se passer. Et donc, il est en train de subir la traversée. Et l'identité soignante, pour moi, c'est pareil. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de compétence, ce n'est pas une question de volonté, ce n'est pas une question de motivation. On est à la bonne place. C'est juste qu'on n'a pas de carte, pas de boussole et pas de phare. Et du coup, bah, on se laisse porter comme ça, alors soit par l'énergie des études de santé, soit par le mouvement du boulot quand on est dans la dynamique professionnelle. Et on subit un peu les événements, on subit les éléments, on n'est jamais trop acteur en fait de ce qui se passe parce qu'on ne prend jamais la décision de ce que l'on a vraiment envie de faire. Alors c'est pas général, hein, il y a des gens qui se retrouvent très bien de manière très spontanée, mais on n'en est pas tous au même niveau, on ne part pas tous du même endroit. Et donc c'est pour ça que je trouve très intéressant de se poser sur cette identité soignante. Donc ce soir, je vais vous transmettre 4 grandes choses qui pour moi sont essentielles. Alors, ça va être des balises en fait, hein. Ce sont 4 grandes balises. Bien sûr, en 1 heure, je ne vais pas vous régler la question, vous vous doutez bien, sinon ce serait trop simple. Mais en tout cas, je vais vous donner des éléments qui vont vous aider à commencer à cheminer, en tout cas à savoir dans quelle direction vous allez partir pour cheminer, si ça vous intéresse. Donc, je vais vous parler du concept de la carte du monde. Je vous parlais de carte tout à l'heure, donc je vais vous parler d'une carte. Je vais vous parler des positions de vie, donc les positions que l'on prend dans sa vie perso à partir du moment où on arrive sur cette terre. Je vais vous parler des croyances, parce que ces croyances, elles peuvent être limitantes ou dynamisantes. Donc quand elles sont dynamisantes, c'est super, ça nous porte, mais quand elles sont limitantes, ça nous sclérose. Et puis je vais vous parler de l'état gagnant, donc qui est une posture, un état d'être. Tout ça, ça va répondre à plusieurs problèmes que j'ai identifiés. C'est ne pas savoir où aller travailler en tant que professionnel de santé. Est-ce qu'on est plutôt un professionnel de l'urgence, du SMUR, de la réanimation? Est-ce qu'on est plutôt un personnel de la gériatrie, du domicile, de l'hospitalier, du social, du médico-social? euh, et, euh, et en règle générale, on sait ce que l'on ne veut pas. C'est-à-dire que les soignants arrivent très bien à dire non, moi je ne pourrais pas travailler en pédiatrie, moi je ne pourrais pas faire ça. Mais à l'inverse, très peu arrivent à exprimer ce qu'ils veulent en fait. Donc on sait à peu près tout ce qu'on ne veut pas, mais on ne sait pas tous ce qu'on veut. Et donc l'idée de ce webinaire de ce soir, c'est de pouvoir répondre à ces questions.
Voilà, donc comment ça va se passer? Là, on va passer en présentation PowerPoint. Donc moi, je vais rester là, dans un petit coin de votre écran. Et puis, je vais vous partager mon écran. On va se caler sur la vitesse de la présentation. Et puis, une fois que j'ai fini la présentation, on fera un moment de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à écrire vos questions au fur et à mesure dans le chat ou sur un papier. Vous me les posez après. Et en tout cas, je serai dispo pour répondre à vos questions. Donc, c'est parti. Je partage mon écran. Voilà, voilà. On y va, on y va. Donc, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que tout le monde voit l'écran? Oui. OK. Super. Donc, c'est parti. Donc, prenez de quoi noter avec vous, un stylo, un papier. Il y a peut-être des moments où je vais vous demander de griffonner un truc, de faire un petit exo. Donc, si vous avez envie de le faire, du coup, ça vous permettra de pouvoir le faire en simultané. Donc voilà, je laisse 2 secondes aux personnes qui se lèvent et qui se disent ah mince, je vais chercher un stylo, je vais chercher un papier. Et puis on démarre ensemble. Allez, go. Alors, je vais vous parler de votre. Alors, est-ce que vous avez la fenêtre? Attendez, on va y arriver. Voilà, je voulais enlever la fenêtre de conversation parce que je n'étais pas sûre que vous l'ayez. Alors là, je crois que je vous ai perdu. Ah, la technique, la beauté de la technique. Oh là 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 là, attendez. Je voulais juste, voilà, baisser ça, on repart. Voilà, allez, j'ai perdu personne. On y va. Donc c'est parti, la carte du monde. Alors, qu'est-ce que la carte du monde? La carte du monde, c'est un concept très simple qui vous permet de comprendre que vous êtes vous-même défini par tout un tas de choses, votre culture, votre éducation, votre famille, votre religion, vos croyances, en tout cas quelque chose qui fait de vous un être unique. Je ne sais pas si vous savez, mais selon l'endroit du monde dans lequel vous achetez un planisphère du globe, terrestre, les pays ne sont pas disposés au même endroit. C'est-à-dire que quand vous achetez un planisphère à Paris, l'Europe est au centre. Quand vous achetez un planisphère à New York, ce sont les États-Unis et l'Amérique du Sud qui sont au centre. Et pareil en Asie, si vous achetez un planisphère en Chine, c'est l'Asie qui est au centre. Et donc, cette image de carte du monde, elle est très révélatrice de ce qui est important pour moi. Je le mets au centre de ma carte parce que c'est ce que je vais regarder en premier. Donc, toutes mes valeurs essentielles, toutes mes croyances, toutes mes passions, tout ce que je suis prête à défendre, je vais le mettre au centre de cette carte. Et plus je vais m'éloigner du centre de la carte, plus je vais retrouver des choses sur lesquelles je suis prête à négocier, à abandonner, à laisser tomber. Et il y a autant de cartes du monde que d'individus sur Terre. C'est-à-dire que cette carte du monde, c'est vraiment quelque chose de très personnel, mais surtout d'unique, parce qu'on est des êtres uniques. Et même chez des jumeaux, on va avoir des jumeaux qui naissent en même temps, le même jour, quasiment à la même heure, dans une même famille, donc avec une même généalogie, un même transgénérationnel. Et pour autant, ces jumeaux vont chacun avoir leur propre carte du monde. Ils ne seront pas les mêmes. Alors que toutes les prédisposées à être les mêmes, non. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie de nous qui est de l'ordre de l'inné. Et cette partie qui vient de l'inné, rien ne peut l'ébranler, en fait. Même pas ce que l'on reçoit en termes d'éducation ou d'exemple. Ça peut venir la moduler, la modifier, mais ça ne viendra jamais l'arrêter. Et donc, c'est très important de concevoir ça parce que quand on est soignant, on a tendance à nous dire et à oublier notre propre carte du monde. Et en fait, cette carte du monde, elle est très importante à identifier. Par exemple, je vous donne un exemple.
vous pourrez le faire après le webinaire si ça vous intéresse, parce que c'est un travail qui demande de s'arrêter un peu, de se poser, de réfléchir, de se questionner, parce que finalement, on ne fait jamais trop ce travail de se dire, mais qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Et je peux faire 2 cartes du monde et je vous inviterai, si vous le voulez bien, à en faire 2 chez vous également. Après, vous pouvez faire une carte du monde personnelle et une carte du monde professionnel. Et vous allez pouvoir, avec ces 2 cartes du monde, voir déjà, avoir un premier visuel sur ce qui est vraiment important pour vous. Alors, je vous donne un exemple. J'ai fait ma carte du monde. Au centre, il y a mes enfants. Je pense que je pourrais tout détruire dans ma vie, que ça, je ne pourrais pas. Donc, mes enfants, c'est ce qu'il y a au centre de la carte du monde. Collé à mes enfants, ce qui est très important pour moi. Et c'est très intéressant parce que, en même temps, on ne peut pas juger parce que c'est tellement de l'ordre de l'intime que vous ne pouvez pas juger ma carte du monde et je ne peux pas juger la vôtre. Vous pouvez juste vous dire, ah tiens, elle a mis ça là, c'est intéressant. Moi, je ne l'ai pas mis là, moi, je l'ai plutôt mis en île perdue tout au fond là-bas. Et c'est ça qui fait de nous des êtres uniques. Donc, moi, la santé, l'alimentation, c'est quelque chose d'hyper important. Quasiment à côté, j'œuvre énormément pour mon bonheur. Donc, vous voyez, là déjà, chez moi, au centre de ma carte, il y a beaucoup de choses qui me sont très personnelles, j'allais dire presque égocentrées, à part mes enfants. Et mes proches arrivent ici. C'est-à-dire que pour moi, je n'irai pas sacrifier mon bonheur pour mes proches. Voilà. Donc pour moi, mes proches arrivent après mon propre bonheur. D'accord ? Et donc, on peut avancer comme ça. Les voyages, ils ont une place très, très importante dans ma vie, mes activités personnelles et ludiques. Mon épanouissement professionnel est là, hein, c'est-à-dire qu'il arrive en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e position. Mon engagement écologique, mes animaux, mon bien matériel, l'argent. Voilà, ça c'est ma carte du monde personnel. Donc ça veut dire que la première chose sur laquelle je suis prête à ronger, à lâcher, c'est l'argent, puis mes biens matériaux, puis mes animaux, puis mon engagement écologique, puis mon épanouissement professionnel, mes activités, mes proches, mon bonheur, ma santé, mon alimentation, mes enfants. Voilà, donc ça c'est ma carte du monde perso. Et donc juste après, on peut faire la même chose avec sa carte du monde professionnel. Tout l'intérêt du webinaire de ce soir, c'est de trouver son identité professionnelle. Et donc, c'est aussi intéressant de se dire, bah, tiens, moi, en tant que médecin, infirmière, aide-soignant, socio-éducateur, assistante sociale, qu'est-ce que je mets dans ma carte du monde de soignant? Qu'est-ce qui est important pour moi? Alors, pareil, je vous ai fait la même chose. Moi, ce qu'il y a de central dans ma pratique, c'est le relationnel et l'écoute. C'est vraiment quelque chose, je ne peux pas travailler sans ça, c'est pas possible. Si on m'enlève ça, je préfère faire un autre métier. Coller à ça, c'est faire des formations, c'est transmettre, c'est faire ce que je suis en train de faire ce soir. C'est quelque chose qui m'anime énormément et que j'ai vraiment envie de... Voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup professionnellement. Tout le domaine de la fin de vie. Si je me retourne sur mes 17 années de carrière, je me rends compte que j'ai traîné mes sabots le plus souvent dans les services de cancérologie, nématologie, de soins palliatifs. La pédiatrie, c'est quelque chose qui m'affectionne particulièrement. La collaboration, donc le travail à plusieurs. La supervision, réfléchir sur ses pratiques, s'interroger sur ce qu'on fait en permanence, tout le temps, pourquoi on l'a fait, etc. La réflexion éthique, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup. L'hôpital, le travail hospitalier, hein, par rapport au travail libéral. La réanimation, vraiment ça c'est quelque chose qui ne m'attire pas, qui m'intéresse en soi intellectuellement, je trouve que c'est une spécialité hyper intéressante, mais pas plus que ça. L'activité libérale encore moins, et puis l'urgence encore moins. Donc là, j'ai pu définir ma carte d'identité professionnelle. C'est hyper intéressant parce que si vous prenez le temps de faire ça, alors ça paraît très facile comme ça, j'y ai beaucoup réfléchi évidemment, mais si vous prenez le temps de faire ça, après le webinaire, pas forcément ce soir, mais dans quelques jours, vous verrez déjà, est-ce que ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, dans mon service, dans mon unité, dans mon cabinet, est-ce que ce que je suis en train de vivre, c'est ce qui correspond à qui je suis et à ma carte du monde, professionnelle et personnelle? Est-ce que je suis déjà là où j'ai mis, moi, mes priorités? Vous allez voir que certains vont se dire, bah, en fait, non, quoi. En fait, moi, dans ma carte du monde, j'ai mis au centre que je voulais faire énormément de techniques et je suis dans un service de médecine ou dans un service de chirurgie lambda. Et en fait, je m'ennuie parce que j'aimerais aller beaucoup plus loin dans les actes techniques. J'aimerais faire de la coronarographie, j'aimerais faire de l'endoscopie, je ne sais pas. Ou j'aimerais faire du bloc, être instrumentiste, du WeBod. Mais voilà, établir vos cartes du monde, c'est faire une photo de vous à un moment donné. Alors les cartes, elles sont évolutives, évidemment, puisque plus vous allez
évoluer, vous former, plus vous allez devenir mature, plus vous allez prendre en expérience, et plus ces cartes, elles vont changer, elles vont bouger, les continents vont bouger. Donc, très intéressant, premier exercice, faites vos cartes du monde et regardez où vous en êtes. Faites un comparatif entre la photo de ce qui est important pour vous et ce que vous vivez aujourd'hui, et regardez le différentiel ou les corrélations. Donc ça, c'était la première chose. D'accord? C'est la première chose que je voulais vous transmettre, la carte du monde. Deuxième chose, les positions de vie. Alors ça, c'est très intéressant parce que les positions de vie, c'est quelque chose qui influe au quotidien sur notre travail et sur nous-mêmes, mais dont on n'est absolument pas conscient et encore moins acteur. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui arrive depuis de très 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 loin et que l'on subit au quotidien. Alors, une position de vie, c'est quoi? Eh bien, en fait, c'est la position que vous allez prendre dans votre scénario de vie. Le scénario de vie, c'est, comme son nom l'indique, une histoire, comme un scénario cinématographique, qui a commencé à s'écrire in utero et qui s'est terminé à votre entrée dans l'âge adulte. Tout au long de cette période, vous avez écrit le livre de votre vie. Vous avez écrit un scénario. Une fois que vous êtes rentré dans l'âge adulte, vous avez fermé. Votre scénario est hors d'atteinte de votre psyché. Et vous allez dérouler votre film, c'est-à-dire votre vie, enfermé dans ce scénario. Il n'y a que si vous travaillez sur ce scénario de vie et que vous prenez conscience de comment il est composé, que vous allez pouvoir bouger certains éléments de votre vie, comme on bouge un décor ou un acteur dans un film. Ce concept de position de vie, de scénario de vie, est directement tiré de l'analyse transactionnelle d'Eric Berne. D'accord ? C'est pas du tout moi qui l'ai inventé. Moi, je vous restitue de manière beaucoup plus simple la théorie des transactionnalistes qui a été donc écrite par Eric Berne. Donc, in utero, vous absorbez tout, vous êtes dans le ventre, il y a des messages qui s'inscrivent déjà. Dans l'enfance, de 0 à 4 ans à peu près, vous allez décider des points essentiels de l'intrigue de votre scénario. C'est-à-dire que vous allez vraiment mettre les choses de manière très claire. Et c'est là où vous allez introduire votre position de vie. C'est-à-dire que tout ce que vous allez absorber jusqu'à 4 ans, vous avez deux façons de réagir. Soit vous vous dites « c'est OK pour moi, OK ». Soit vous vous dites « non, ça c'est pas OK du tout ». Et chaque message qu'on va vous proposer à l'école, à la crèche, avec les grands-parents, etc., eh bien, vous allez réagir en fonction de la position de vie que vous avez prise. Vous allez réagir soit en OK, soit en non OK. Donc, soit vous allez accepter, soit vous allez être dans la rébellion et dans l'opposition. Je vous donne un exemple concret. Vous êtes un enfant non désiré. Tout au long de la grossesse, vous sentez et vous vous imprégnez du fait que vous n'êtes pas un enfant attendu, vous n'êtes pas un enfant désiré, vous êtes une erreur. Quand vous allez naître, jusqu'à 4 ans, soit vous allez courber le dos et accepter ce rejet. Et du coup, vous allez avoir une trajectoire de vie qui va être placée sous le signe de ce rejet. Soit vous allez vous rebeller et vous allez dire « Ah ouais, ah ouais, ah ouais, tu voulais pas de moi. Ah ouais, tu le prends comme ça. Eh bien, tu vas voir. Tu vas voir. » Donc là, je me suis mis en position non OK. Et donc, cette position, elle est innée, en fait, cette position de vie. Et donc, c'est intéressant de voir comment les messages qui arrivent de l'extérieur vont venir nourrir, renforcer, alimenter cette position de vie. À l'adolescence, fabuleuse crise d'ado, voilà pourquoi cette crise est absolument nécessaire. C'est que donc tout au long de cette enfance, vous avez posé vos jalons, je vous l'ai dit, à la fin de l'enfance, au début de l'adolescence, de 7 à 12 ans, vous allez mettre tous les détails du scénario, et à l'adolescence, vous allez regarder l'histoire que vous avez écrite depuis de 0 à 12 ans, et vous allez vous dire « Ah non, mais ça ne va pas le faire en fait ». Et donc, vous allez faire du ménage. Donc, vous allez envoyer balader ce que vous a transmis maman, papa, vous allez y mettre un truc du pote qui est vachement sympa, un truc de vous-même, vous allez envoyer balader la religion, l'éducation, la musique, l'instrument, le piano, bref, c'est le moment où ça valse et où vous allez du coup mettre des choses dans votre scénario qui viennent beaucoup plus de vous et beaucoup moins de l'extérieur, d'accord ? Et ça va durer tout le long de l'adolescence, vous allez y introduire votre réalité quotidienne. Et à l'âge adulte, ça se ferme. D'où la crise de la quarantaine chez ceux qui n'ont jamais fait de crise d'adolescence.
eh bien, ils rejouent la partie du scénario qu'ils n'ont pas joué, c'est-à-dire à savoir faire un peu de ménage. Donc, pour tous les parents ici présents qui sont en plein dans la crise d'adolescence de leurs enfants, plus une crise d'ado est exprimée, plus la psyché de votre futur adulte sera saine. Fermez la parenthèse. Donc, à l'âge adulte, on se retrouve à dérouler dans ce scénario. Et on n'en a pas conscience. Ce qui est intéressant, c'est que les choix que vous avez faits en fonction de ce que vous avez vécu, ces choix-là, vous avez un pouvoir là-dessus. Parce que ce n'est pas les autres qui vous ont fait quelque chose. C'est le choix que vous avez fait en fonction des propositions d'expérience qui vous ont été amenées par la vie. Vous avez décidé de vous positionner comme ça. Donc le positif là-dedans, c'est qu'on n'a pas besoin de convoquer les autres. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de régler ses comptes avec maman, avec papa, avec mamie, avec papy. Eux, ils ont émis les messages qu'ils pensaient importants d'émettre. Nous, on s'est positionné comme ça. Eux ne sont pas responsables de comment on s'est positionné. On est tout seul responsable de ça. Et donc, on n'a pas besoin de les convoquer parce qu'on a le pouvoir de changer ça tout seul. Et c'est ça qui est hyper intéressant. C'est qu'on n'est pas dans une psychothérapie qui viserait à retrouver du lien ou à réparer quelque chose. Alors, qu'est-ce que ça va donner dans la vie professionnelle et personnelle? Pourquoi je vous dis professionnelle et personnelle? Parce que notre scénario, il va avoir plusieurs chapitres. Et dans un de ces chapitres, il y a le pro. Donc, on va pouvoir se retrouver avec une posture OK, moi je suis OK, et mon environnement extérieur est OK. Donc, on est OK, OK. Moi, je ne suis pas OK. Je me suis positionnée en non OK depuis toujours. Mon scénario n'est pas OK. Ma position de vie n'est pas OK. Par contre, les autres le sont. Ou alors, moi, je suis OK. C'est les autres qui ne le sont pas. Ou alors, moi, je ne suis pas OK. Et les autres ne sont pas OK non plus. Alors, qu'est-ce que ça va donner ça? Imaginez un graphique. Et c'est là où je vous invite à recopier le graphique sur le papier que je vous ai demandé de prendre tout à l'heure avec votre stylo. Prenez ce graphique. Vous mettez en haut du graphique « Je suis OK ». Vous mettez en bas du graphique « Je ne suis pas OK ». Vous mettez à droite, l'autre est OK. Vous mettez à gauche, l'autre n'est pas OK. Nous avons donc les 4 points cardinaux des positions de vie. Qu'est-ce que ça va donner? Si je suis OK et que l'autre est OK, c'est-à-dire que je suis dans ce cadran-là du graphique, je suis dans de la coopération, tout va bien, je vais bien, les autres vont bien, ce qu'ils vivent, ce qu'ils pensent, c'est OK, ce que je vis, ce que je pense, c'est OK. Donc, on est dans de la fluidité, d'accord? C'est la position idéale, j'ai envie de dire. Je ne suis pas OK, mais les autres le sont. Quand je suis dans cette position de vie au travail, c'est très, très compliqué parce que je m'infériorise en permanence. Je suis dans une posture en permanence, une posture de soumission. Alors, pas forcément de soumission dans le cadre de la violence physique, mais de la soumission dans le cadre des échanges, de la façon dont je me positionne en réunion, en discussion, la façon dont je me positionne dans une équipe, auprès d'un patient, auprès d'une famille, parce que je pars du principe que moi, je ne suis pas OK à la base et que c'est les autres qui le sont. Donc, ces gens-là, ils n'ont absolument pas confiance en eux, d'accord? Et puis, c'est des personnes à qui vous avez beau expliquer qu'ils ont du talent, des compétences, une place, ils ne l'entendent pas. Parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond que ça. Ce n'est pas du mental, c'est sa position de vie qui est comme ça. Troisième position de vie, moi je suis OK, les autres ne le sont pas. Alors là, on voit arriver tous les collègues qui ont toujours du mal à intégrer l'humilité dans leur quotidien de travail, d'accord? Donc, si je suis face à quelqu'un comme ça, que moi je suis OK et que les autres sont non OK, et ben c'est toutes les situations délicates dans les services où il y en a un qui marche un peu sur les autres, ou qui marche sur les pieds des autres, ou qui n'essaye pas de coopérer, hein, il n'est pas dans la coopération, justement, il n'est pas dans le OK, OK, il est dans cette attitude de supériorité, et c'est donc hyper compliqué, parce qu'il part du principe que l'autre ne sert à rien, ne peut rien apporter, n'a pas de valeur, d'accord? Et ensuite, la position certainement la plus dramatique des 4 possibles, c'est je ne suis pas OK, les autres ne sont pas OK. C'est la position de la dépression profonde. Dans cette posture-là, on peut aller jusqu'au suicide. Parce que c'est impossible. Moi, c'est non. Il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui est OK pour moi. Et à l'extérieur non plus. Et donc, il n'y a pas d'issue, en fait. Il n'y a pas d'issue. Et c'est la plus grave, on va dire, des 4. C'est celle qui engage le dommage personnel, en fait. Donc,
Pourquoi je vous livre ça ce soir? Parce que selon votre position de vie, eh bien, ce que vous vivez au travail est peut-être différent. Et si on travaille sur ces positions de vie, ce que je propose évidemment dans mon programme Trouver son identité de soignant, eh bien, on peut travailler sa posture et donc forcément contrebalancer ce que l'on est en train de vivre au quotidien dans son boulot. Alors, dans un scénario, vous avez plusieurs chapitres, c'est-à-dire que vous pouvez être OK, non OK au boulot, mais vous pouvez être OK, OK dans vos relations avec vos collègues. Vous pouvez être non OK, non OK avec vos relations avec vos supérieurs. Vous pouvez être OK, OK avec les patients. Vous pouvez être OK, OK dans votre vie personnelle, dans votre vie de couple, c'est OK, OK. Ou alors au contraire, dans votre vie de couple, vous êtes non OK, mais votre mec, il est OK. Donc vous êtes plutôt en position d'infériorité dans votre vie personnelle. Et dans votre vie professionnelle, vous avez une autre position de vie. D'accord On peut établir énormément de chapitres dans un scénario. On peut travailler tous les chapitres individuellement. Ce qui est important dans le graphique que je vous ai montré dans la slide d'avant, c'est, alors moi je vous invite à le faire au niveau professionnel, c'est-à-dire avec vos collègues, avec vos supérieurs, avec les patients, avec votre travail, votre savoir-faire. Vous vous positionnez sur ces 4 chapitres professionnels. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller plus loin. Mais surtout, c'est intéressant d'être le plus honnête possible. Hein. Alors, dans la formation, il y a un test pour pouvoir nous aider à affiner notre perception et à bien se positionner. Mais c'est une balise très importante. Hein. Je vous ai dit que ce soir, je vous transmettais des balises. Ben, ça, par exemple, c'est une balise hyper importante que de réaliser que notre position de vie, elle est pas bonne et que ça peut découler et être à l'origine de beaucoup de souffrances dans son travail. Donc ça, c'est la deuxième boussole. Allez, je vous ai filé la carte. Là, je vous donne une boussole. On va passer aux deux autres items, aux croyances. Mais alors, juste avant, je vais essayer de... Alors, j'ai pas de souris, alors c'est compliqué. Voilà, je vais essayer d'arrêter le diapo et de venir vers vous pour voir si tout est OK, si j'ai pas eu de coupure, si tout le monde a tout. OK, vous êtes toujours là, c'est bon, parce que du coup, j'ai pas le chat quand je vous parle. Et voilà, donc il n'y a pas de questions qui sont arrivées. Tout est bon. OK, on n'a perdu personne. Le son est toujours bon. Parfait. Donc, n'hésitez pas à poser les questions hein, au fur et à mesure. Comme ça, après, on y revient quand j'ai fini. Donc, première balise, la carte du monde. Deuxième balise, les positions de vie. Troisième balise, les croyances. On repart. OK. Donc, les croyances. Les croyances, c'est ce en quoi vous croyez. Donc, jusque-là, tout va bien. D'accord? Sauf que dans votre perception, ce ne sont pas des croyances, ce sont une vérité. C'est pour ça que vous ne vous posez jamais la question de savoir si c'est une croyance ou pas, parce que pour vous, c'est une vérité. Et donc, c'est ce qui fait que les croyances, c'est ce qui fait qu'on s'autorise ou qu'on ne s'autorise pas à être soi vraiment. Vous savez, c'est cette petite voix, ce petit ego-là. Alors, quand je dis ego, c'est pas être égocentré. Son ego, c'est l'ego, c'est le mental. Cette petite voix qui vous dit non, tu devrais pas le faire. Non, tu vas te casser la figure. Non, franchement, on va se moquer de toi. Non, mais c'est même pas la peine d'essayer d'espérer. Vous voyez ça? Tout ça, ce sont vos croyances qui vous empêchent d'être, en fait, qui vous empêchent d'accéder à vous en tant qu'être essence. Elles sont nées dans votre enfance, ces croyances. Donc, encore une fois, vous les héritez de votre passé. Mais on l'a vu, les autres n'y sont pour rien. Vous vous les êtes forgés tout seul parce que entre votre expérience et votre scénario, ça a donné naissance à cette croyance. Donc, ça n'existe que chez vous en tant qu'être unique. Et donc, elles sont là, et surtout, là où elles sont vicieuses, c'est qu'elles vous confortent aujourd'hui à rester là où vous êtes. C'est-à-dire qu'une croyance peut vous conforter à continuer de souffrir dans un job ou dans un service qui ne vous apporte que du négatif. C'est fou, hein? C'est comme ça qu'on voit arriver de l'autodestruction. Alors, si en plus vous avez une position de vie non OK, non OK, ou non OK, OK, alors c'est encore plus dur de mettre en mouvement ces croyances. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme croyance professionnelle?
c'est pas pour moi, ce job, ce service, cette responsabilité, l'école des cadres, l'école d'inf, j'y arriverai jamais. Les autres, ils ont confiance en eux, je vois bien. Je vois bien que les autres, ils ont pas les mêmes difficultés que moi. Ça, c'est les croyances. J'ai pas confiance en moi. Ça, c'est une croyance. Vraiment. Parce que très peu de gens ont confiance en eux, voire aucun, en fait. Rarement sont les personnes qui ne se questionnent jamais, ne doutent jamais. Des croyances comme je ne suis qu'aide-soignante, donc je ne peux pas faire ça, ou je suis qu'infirmière, c'est pas à moi de le dire. Je suis qu'infirmière, je ne peux pas donner mon avis. Ou ah, mais moi je suis que l'interne, il faut que j'aille en parler au Seigneur, je ne peux pas m'exprimer, je ne peux pas dire ça, ou je ne peux pas faire ça. Alors, je ne vous parle pas de compétences là, forcément, il ne faut pas outrepasser chacun nos compétences, mais je vous parle plutôt de posture, d'imaginer que parce qu'on a tel métier ou tel métier, on ne peut pas donner tel avis ou participer à telle réunion, par exemple. Je ne peux pas dire ou je ne peux pas faire ça. Il y en a des centaines et des milliers. Voilà, tout ça, c'est des croyances qui peuvent tourner en boucle comme ça et qui peuvent nous empêcher de bouger. Une croyance que je n'ai pas mis là, mais qui revient très souvent dans les soignants que j'accompagne, c'est de toute façon, pourquoi partir, c'est partout pareil. Alors ça, là, c'est partout pareil. Non, c'est pas partout pareil. C'est pas partout pareil. Tout simplement parce que déjà, c'est pas le même établissement, c'est pas les mêmes conditions de travail, c'est pas les mêmes gens, c'est pas la même équipe, c'est pas le même management. Et t'es pas dans la même dynamique, c'est pas le même boulot, t'as pas le même passé. Donc forcément, c'est pas pareil. Tu peux pas partir du principe que ça va être pareil. Donc les gens qui ont cette croyance, de toute façon, je bouge pas parce que c'est partout pareil, ils sont bloqués dans une inertie qui fait qu'ils ne changent pas, ils ne bougent pas, ils souffrent là où ils sont et ils sont responsables, quelque part, de la situation de souffrance dans laquelle ils sont. Donc ça, c'est une croyance que je n'ai pas mis, mais que je devrais mettre. Du coup, quand on déroule en permanence sous ces croyances, on vit toujours les mêmes choses. Et ces mêmes choses, comme elles nous confortent dans nos croyances, ben, la boucle est bouclée, on n'en sort plus jamais. Donc je vous ai fait la boucle. Première chose qui arrive de votre enfance, vos expériences. Vous faites des expériences tout au long de votre enfance et de votre adolescence qui vont conditionner vos croyances. Vos expériences d'oral à l'école, elles ont conditionné vos croyances que vous n'êtes pas fait pour parler à l'oral. Vos expériences dans la cour avec les camarades vont conditionner vos expériences sociétales, la foule, le regard des autres. Vos expériences de valorisation ou de moquerie de vos camarades vont valoriser ou entretenir vos croyances en termes de perception de votre image de vous-même, de votre corps, de votre position, de votre posture de femme ou d'homme. Les croyances qui sont sexuées, hein, les croyances sur les femmes, sur les hommes, etc. Donc, dans le travail, c'est pareil. Si vous avez des parents qui vous disent d'abord tu travailles, après tu iras t'amuser, le travail c'est une valeur très importante, d'abord le travail, ben, vous allez devenir besogneux avec cette croyance que dans la vie, le travail c'est ce qu'il y a à mettre au centre de sa carte du monde, c'est ce qu'il y a en numéro un, c'est ce qu'il ne faut surtout pas ébranler, c'est le travail, le travail, le travail, le travail. Et si jamais vous commencez à prendre un peu du plaisir alors que vous n'avez pas travaillé, ouh là là, vous commencez à ressentir une culpabilité avec votre petite voix là comme ça qui vous dit « Bon, mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas bien, t'es pas en train de travailler là, mais normalement d'abord on travaille, après on s'amuse. » Voilà, donc toutes vos expériences passées, c'est pour ça que je vous dis que vos croyances, elles sont conditionnées et construites bien avant ce soir. Toutes vos expériences vont conditionner vos croyances. Très bien. Donc, vos croyances, vous les avez, elles vont conditionner votre état interne. Votre état interne, c'est comment vous vous percevez. Ok ? Votre état interne va conditionner vos pensées. C'est-à-dire que si vous vous pensez moche, si vous vous sentez moche, pardon, vous allez penser comme une moche. Si vous vous sentez, je sais pas moi, si vous vous sentez nul ou inutile, vous allez avoir des pensées en lien avec l'inutilité et vous allez générer des pensées qui sont connectées à cet état interne, d'accord ? Quelqu'un qui se trouve moche, il se met rarement en shooting photo, par exemple. Hein, voilà. Et vos pensées, elles conditionnent quoi? Elles vont conditionner votre action. C'est ce que je vous dis. Si vous vous sentez nul, eh bien, vous n'allez pas aller passer au concours, puisque de toute façon, vous êtes nul. Si vous vous si vous vous sentez timide,
vous pensez que vous n'êtes pas capable de parler en public, donc vous n'allez pas, je sais pas moi, présenter votre travail qui est pourtant fabuleux au congrès de votre spécialité ou au salon infirmier, ou je sais pas, ou même à votre unité, à votre service, pour pas faire aussi grand. Donc ça va conditionner vos actions. Et vos actions, elles conditionnent quoi? Elles conditionnent vos expériences, puisque plus vous vous mettez en action, plus vous vivez des choses dans la vie. Et vos expériences, elles conditionnent quoi? Allez, je vous laisse remonter jusqu'en haut de la liste. Vos croyances. Et donc, du coup, vos croyances, elles sont renforcées par vos expériences. Oui, mais vos expériences, elles existent parce que vous avez cette croyance. Ah, c'est embêtant. C'est embêtant. Donc, on est dans un cercle vicieux dans lequel on n'a pas de conscience, en fait. On n'a pas conscience de ça. Donc, la seule porte d'entrée que l'on peut prendre dans cette boucle et sur laquelle on peut agir, c'est les croyances. Identifier les croyances et casser les croyances. À partir du moment où on les identifie et où on les casse, on va faire bouger l'état interne, qui va faire bouger les pensées, qui va faire bouger les actions, qui va nous faire vivre de nouvelles expériences et donc qui va venir ébranler, voire tuer certaines croyances, là où d'autres vont au contraire venir faire naître de nouvelles croyances et donc de nouvelles croyances dynamisantes avec pour objectif de nous aider à nous mettre en mouvement et à réaliser la vie qui nous correspond à nous en tant qu'être et en tant que professionnel. Donc, dans le programme que je vous propose juste après, enfin qui sort ce soir, il y a un chapitre entier qui est consacré à l'identification des croyances, à casser les croyances et à transformer ces croyances. Donc moi, je vous accompagne dans ce processus de transformation pour que les croyances qui vous limitent le plus dans votre boulot, alors après, on peut en avoir dans la vie perso, ça c'est un autre travail, c'est pas le mien, mais les croyances qui vous limitent dans votre vie professionnelle, qui vous empêchent de vous expandre, qui vous empêchent de grandir, qui vous empêchent de faire ce que vous voulez faire en tant que soignant, eh bien, on va les travailler au corps pour que les limitantes, elles disparaissent et qu'à la place, on transforme et on mette en place des croyances dynamisantes et des permissions. Voilà, donc ça, c'est la troisième balise que je voulais vous donner. Donc, ces croyances, elles ont vraiment une action sur la confiance en soi au travail. D'accord? Vous l'avez compris. C'est pour ça que je vous dis très peu de personnes ont confiance en eux. On n'a tous pas confiance en soi au travail et sur différentes choses en fait. C'est juste qu'on n'est pas réunis forcément au même endroit, au même moment, tous ensemble. Très important, elles se renforcent et elles deviennent hyper solides par l'intensité de la répétition de l'expérience. Par l'intensité et la répétition. C'est-à-dire que plus une expérience est intense, des fois il suffit d'une expérience, mais d'une telle intensité que c'est fini. Alors notamment les étudiants, lorsqu'ils passent un stage horrible dans une spécialité, c'est tellement intense qu'ils en sortent et leur croyance c'est « je ne suis absolument pas fait pour travailler en pédiatrie ou en gériatrie », par exemple. Moi, je ne travaillerai jamais en gériatrie ou en pédiatrie. Parce que ça a été tellement dur, tellement intense, que la croyance qui s'est forgée derrière est hyper solide. Et donc, il y a des gens qui passent à côté de leur carrière parce qu'ils passent à côté du service dans lequel, en fait, ils auraient été vachement bien. Et alors là, je vous livre le truc perso, c'est que moi, ça m'est arrivé avec les enfants. Quand je suis rentrée en équipe mobile de soins palliatifs, je me suis dit, je ne pourrais jamais accompagner les enfants en fin de vie. C'était quelque chose qui était impossible pour moi. Je ne me voyais pas faire ça. Pour moi, la seule chose que j'étais capable de faire, c'était d'ouvrir la porte et d'aller pleurer avec la mère. Et donc je me suis dit, ça ne va pas du tout être aidant, donc il va falloir que j'aille bosser ça. Et donc je suis allée bosser ça, personnellement, avec un superviseur. Et aujourd'hui, vous avez vu dans ma carte du monde professionnel où sont les enfants. Vous vous rappelez? Ils sont hyper proches du centre. Je n'ai jamais été aussi bien et aussi à ma place qu'en tant qu'infirmière d'équipe mobile de soins palliatifs dans l'accompagnement des enfants en fin de vie. Et c'est fou en fait, c'est que j'avais une telle croyance que j'aurais pu passer à côté de ça. Ça aurait pu m'empêcher de passer l'entretien pour rentrer à l'équipe mobile. Et donc ça m'aurait pu m'empêcher de passer à côté d'une très grande expérience de ma vie professionnelle. Donc l'intensité joue beaucoup et la répétition. C'est-à-dire que genre le mec, il est persuadé qu'il est moche, qu'il est complètement inintéressant, et il se prend râteau sur râteau sur râteau sur râteau depuis 14 ans, il en a 25. Il a la croyance que ça va jamais lui arriver, hein, que la vie de couple, c'est pas pour lui et que de toute façon, à la limite, il vaut mieux qu'il commence une vie de célibat. Parce qu'il s'est pris des râteaux, des râteaux, des râteaux, des râteaux, des râteaux. Mais enfin bon, comme il se sentait moche, inintéressant et nul,
Eh bien, à chaque fois qu'il a abordé une fille, il l'a fait avec son état interne et ses pensées. Donc la seule chose qu'il pouvait récupérer, c'est un râteau. Il ne pouvait pas faire autrement. En tout cas, la réaction de l'autre le vit, il fait qu'il le vit comme un râteau. Parce que si au contraire, il avait vachement confiance en lui, il se trouvait vachement beau, il pourrait tout à fait dire « Oh, mon Dieu, mais cette petite coquine, là, elle n'a pas vu la chance qu'elle avait. Ah, elle veut jouer, ah, elle s'amuse, elle me fait un peu poireauter. Attends, je reviens la semaine prochaine, ma poulette, et là, tu vas craquer. » Vous voyez? C'est-à-dire que sur une expérience égale, la réaction de l'autre peut être complètement la même, sauf que moi, en fonction de mes pensées, de mon état interne et de mes croyances, je ne vais pas du tout réagir de la même façon. Et ça, c'est hyper important. Parce que quand on réalise ça, on se rend compte que l'autre, il est responsable de rien. Que nous, on est responsable de tout. Et donc, quand on croit que les autres nous font souffrir, et qu'on réalise qu'en fait, c'est nous qui voulons bien nous mettre dans cette posture-là, oh, ben moi, ça a changé ma vie. Hein. Bon, alors bien sûr, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Vous tombez sur un mec qui vous agresse dans la rue et qui vous frappe, vous n'allez pas dire moi, je le vois pas comme ça ou je l'ai vu comme une agression. C'est une agression physique ou verbale. Hein. Moi, je vous parle du comportement quotidien et respectueux et posé des gens avec qui vous travaillez, quoi. Donc voilà, elles peuvent se renforcer beaucoup. Et donc, conclusion, elles nous empêchent de passer à l'action, de nous mettre en mouvement, et donc on se sclérose, soit dans une spécialité, soit dans une unité, soit dans un poste, soit dans une croyance d'un poste, soit dans une fonction. Et donc ça, c'est le pire du pire du pire, c'est quand on est enfermé dans ce cercle vicieux. Voilà. C'est là où on souffre énormément et où on est en première ligne pour l'épuisement professionnel. Donc, on a la carte du monde, on a la boussole, on a les positions de vie. On va dire qu'on a une deuxième boussole, c'est les croyances. Et donc là, il nous manque les phares sur les côtes du monde. Dernière transmission ce soir, c'est l'état gagnant. Alors l'état gagnant, c'est quoi? Eh bien, remémorez-vous. Là, on va prendre 30 secondes pour que chacun puisse se remémorer une grande réussite professionnelle ou personnelle. Fermez les yeux et rappelez-vous quel a été ce moment où on vous a annoncé une de vos plus grandes réussites. Bac, concours d'entrée, DE, thèse, grossesse, mariage, naissance. Quel est ce moment où vous vous êtes senti tellement plein ou tellement pleine parce que vous aviez réussi, quoi. On venait vous annoncer un truc énorme. Qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là? Quel a été le geste que vous avez fait? Est-ce que vous avez fait ouais? Est-ce que vous avez fait ouais? Est-ce que vous avez fait yeah? Est-ce que vous avez fait ouais? Qu'est-ce que vous avez fait comme geste physique au moment où vous avez eu cette grande réussite? Et quel a été le mot que vous avez associé à ça? Ou le cri? Est-ce que ça avait été... Voilà, moi par exemple, ça a été yes! Voilà, je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas du tout anglophone, je parle anglais comme une vache espagnole, mais je ne sais pas pourquoi ça a été yes. Eh bien, vous, c'était quoi? C'était un cri, c'était une onomatopée, c'était un mot, c'était... Ce geste et ce cri, écrivez-le sur votre papier que vous avez à côté de vous. Écrivez le geste que vous avez fait et écrivez le cri, si ça vous revient, de ce que vous avez fait. Pourquoi je vous demande ça? Je vous demande ça parce que cet état dans lequel vous avez vécu, c'est vraiment ce qu'on appelle l'état gagnant. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça a diffusé dans tout votre corps, ça a connecté tous vos neurones, ça a diffusé dans toutes vos cellules, ça a ouvert des circuits neuronaux et c'est venu ancrer quelque chose corporellement dans votre corps. D'accord ? Si maintenant vous pensez à un objectif, quelque chose que vous voulez réaliser, que vous voulez réussir ou que vous voulez changer au niveau professionnel, je ne sais pas, peut-être que vous voulez présenter le concours d'entrée à l'école d'infirmière, ou peut-être que vous voulez réaliser un projet pour votre service, ou peut-être que vous voulez réussir un DU ou un master, peut-être que vous voulez changer d'unité, je ne sais pas. Pensez maintenant à un objectif que vous avez envie de réaliser. Et il y a une faute de frappe dans la première phrase, excusez-moi. Rédigez rédiger cet objectif à la première personne en positif. C'est-à-dire, dites-vous, mettez pas de négation, ne mettez pas
voilà, je veux plus enchaîner tous les jours sans souffler, ou je ne veux plus être aide-soignante, ou je ne veux plus être infirmière, ou je ne veux plus être cadre, ou je ne veux plus faire de l'hôpital. Ne mettez pas de négation. Vous commencez votre phrase à la première personne, d'accord? Et vous mettez du positif et vous écrivez cet objectif. L'objectif dont je vous ai demandé juste avant de réfléchir. Qu'est-ce que vous avez envie de réaliser là comme objectif à court ou moyen terme? Donc là, par exemple, si moi j'aurais voulu écrire comme objectif je veux plus enchaîner tous les jours sans souffler un peu, eh bien je le transforme, je mets je réussis à différer mes projets. J'ai pour objectif de je réussis à différer mes projets. Ou alors, je peux l'écrire en disant je prends du temps pour moi tous les 2 jours. Voilà, je me fixe comme objectif tous les 2 jours, je fais ça. Donc, c'est très important que vous puissiez faire cette phrase positive. Parce que quand on ne n'écrit pas, quand on ne définit pas d'objectif, eh bien, on ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va. Pourquoi pourquoi vous allez travailler? Tous les matins, vous allez travailler pour enchaîner les soins et les réflexions, les consultations, les pansements, les entrées, les sorties, là, là, là. Très bien. Mais ça, sur 50 ans de carrière, c'est pas possible. À un moment donné, faut avoir un objectif. Objectif de création d'équipe, création de projet d'équipe, création de service, évolution de carrière. Les gens qui n'ont pas d'objectif, c'est très compliqué de trouver l'essence du travail. D'accord? Donc, c'est important de pouvoir lister ses objectifs. Donc, cette phrase que vous avez là, cet objectif que vous avez posé, vous allez la répéter plusieurs fois par jour à des moments qui sont propices pour vous. Vous levez le matin, parce que c'est le moment propice. Quand vous êtes sous la douche, quand vous buvez votre café, votre thé, quand vous êtes en train de conduire, quand vous fumez votre clope avant de rentrer dans l'hôpital ou avant de rentrer chez le patient, des moments comme ça où finalement vous n'êtes pas trop en train de faire 46 000 choses en même temps, vous êtes conditionné ou obligé de faire un truc. C'est ça, sous la douche, c'est rare par exemple qu'on téléphone ou qu'on commande ses courses sur internet. Dans la voiture, à la limite, on peut passer un coup de fil, là vous différez et vous répétez cette phrase. C'est pour ça que je vous ai demandé tout à l'heure de prendre un stylo et un papier, parce que vous répétez cet objectif plusieurs fois par jour. Et quand vous répétez cet objectif, associez votre geste et votre mot de l'état gagnant dont je vous ai fait part au début du chapitre. C'est-à-dire, quand vous vous êtes remémoré cette victoire que vous avez vécue, vous avez identifié ce geste et ce mot. Hein, moi, je vous ai dit, c'était yes. Et bien là, le matin, si je veux me dire, pour l'exemple que je vous ai donné avant, je prends du temps pour moi tous les 2 jours. Et bien, qu'est-ce que je vais faire? Je me prends du temps pour moi tous les 2 jours. Je me prends du temps pour moi tous les 2 jours. Yes! Et je le fais comme ça, vraiment. Pourquoi? Parce que vous allez réveiller le schéma qui s'est déjà créé antérieurement quand vous avez vécu cette grande réussite. Il est là, il est dans vos cellules, ce schéma. Et si vous le vivez dans cette intensité, et si vous arrivez à vous le répéter dans cette intensité, eh bien, ça va avoir une puissance sur vos actions qui risque même de vous étonner. Vraiment. Alors là, je vous fais la surface visible de l'iceberg, c'est-à-dire que je vous fais la calotte, mais évidemment, dans le programme que je propose, on passe un chapitre entier sur son état gagnant et on passe un chapitre entier à définir ses objectifs, on les décortique, on en choisit 1, 2, 3, on les travaille en profondeur et ensuite il y a des pratiques méditatives qui visent à venir ancrer justement la phrase et les objectifs pour pouvoir le vivre corporellement. Là, ce que je vous donne, ce sont des balises. Et donc, dernière chose importante, c'est que vous faites comme si ce que vous étiez en train de dire était déjà acquis. C'est-à-dire que quand moi je dis « je prends du temps pour moi tous les 2 jours », ça y est, c'est fait. C'est comme si ça faisait 6 mois que j'étais dans un rythme comme ça, où tous les 2 jours, je m'octroie 30 minutes pour lire, pour boire un thé, seul, dans mon jardin, pour méditer, pour appeler une amie. Bref, je décide de ça et je le fais. Et quand je me le dis comme si c'était une victoire, comme si j'avais déjà réussi. Alors que je n'ai pas encore commencé les actions, mais je me le dis comme si j'avais déjà réussi en fait. Et tout ça, c'est du conditionnement qui fait que tout change autour de vous. La façon dont vous défendez votre projet, la façon dont vous atteignez vos objectifs, les choix que vous faites, les mots que vous utilisez, les
posture, les intonations que vous prenez quand vous en parlez, quand vous devez soutenir ce projet-là, eh bien tout ça, c'est hyper important parce que ça vient codifier de manière non verbale tout ce qui se passe, tout ce que vous ne maîtrisez pas. Et vous verrez que vous réussirez à 100% en fait. C'est qu'il y a zéro échec dans cette posture. C'est ça qui est absolument génial. Donc pour conclure, votre carte du monde, c'est peut-être pas très clair, pas très évident pour vous, pour l'instant, mais je vous invite vraiment à la travailler, même s'il faut que ça prenne plusieurs jours, mais essayez de faire votre carte du monde. Ça sera une première carte. Votre position de vie, retenez qu'elle peut brouiller votre perception de votre milieu professionnel. Si vous êtes non OK et que les autres sont OK, eh bien, ça peut vraiment, vraiment, vraiment brouiller tout ce que vous percevez autour de vous. Vos croyances peuvent vous empêcher de changer de service, de vous inscrire à un DU, de passer un entretien, de monter un projet, surtout si ce sont des croyances limitantes. Donc c'est très important de les travailler. Votre état n'est peut-être pas programmé pour vous permettre de vous donner la permission de le faire. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'objectif, vous avez un état interne qui n'est pas clair, et du coup, vous n'êtes peut-être juste pas programmé pour vous donner l'autorisation d'y aller, l'autorisation de réussir, l'autorisation de conclure, l'autorisation de construire, l'autorisation d'y aller, quoi. Et donc cet état, il se modifie en travaillant sur justement les objectifs, l'état interne, la posture de l'état gagnant, etc. Voilà, donc je vais répondre à vos questions. Tout de suite, je vais départager l'écran. À l'issue du programme que je propose, là vous en avez un bel échantillon, même si on a quand même survolé, là après on part en profondeur dans le programme. À la fin du programme, je vous invite à faire un défi, ce qu'on appelle le défi mental de 21 jours. Donc ce défi n'est pas de moi, il est de Robin Klins, je vais y arriver. Et c'est un défi mental qui vise à ancrer tout ce qu'on aura travaillé sur le programme. Le programme, il dure 2 mois et ensuite, on va venir l'ancrer dans les cellules, l'ancrer dans le corps de manière à ce que vous soyez sûr qu'une fois que vous avez terminé le défi mental, le programme et le défi mental, une fois que vous avez terminé, c'est acquis, quoi. C'est comme la marche, c'est comme le vélo. Vous n'avez même plus besoin de risquer la rechute, quoi. Pas comme le tabac ou l'alcool. Ça va être ancré. Mais pour ça, il y a un défi mental de 21 jours à respecter, donc ça rajoute 3 semaines. Après, ce défi, vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est juste que si vous le faites, eh ben, c'est la garantie que tout ce que vous aurez travaillé pendant 2 mois sera ancré en vous et ne pourra plus jamais partir. Voilà, donc je vais répondre à vos questions tout de suite. Et s'il y en a. Alors, je vais me remettre sur plein écran. Voilà, donc c'est bon, là, vous m'avez récupéré? Alors, question-réponse. Bonsoir, très bien. Alors, je suis auxiliaire. Alors, j'ai un spectateur anonyme. Je suis auxiliaire de vie sociale à domicile. Que puis-je répondre à une personne aidée qui dit « Vous ne savez pas faire votre travail », souvent parce que la personne a des intervenants différents chaque jour et ne me reconnaît pas. Oui, alors, ta question, elle est intéressante. Si tu veux, à ce moment-là, il faut lâcher l'idée qu'on puisse lui faire comprendre ou lui faire réaliser, qu'on fait bien son travail. Donc pour toi, il faut que tu aies une posture OK, il faut que tu sois clair avec ça, c'est que c'est pas que tu fais mal ton travail, tu le fais bien ton travail. Et qu'elle est perturbée. Donc soit parce qu'elle a des troubles cognitifs, j'en sais rien, soit parce qu'elle a plusieurs intervenants, elle est peut-être âgée, elle se perd. Et donc, là, à ce moment-là, il va falloir être créatif. C'est-à-dire que, je ne sais pas, peut-être falloir faire un trombinoscope avec vos photos pour qu'elle puisse repérer qui vient. Mais en tout cas, il ne faut pas le prendre pour soi. C'est hyper important, il ne faut pas le prendre pour soi. Et même si on te dit, vous ne savez pas faire votre travail, il faut que pour toi, ce soit clair que si, en fait, tu sais le faire et que tu ne te remets pas en question à ce moment-là. C'est pas une attaque directe, c'est pas tout à fait ça.
C'est pas tout à fait ça. Alors, je vais juste faire un truc avant de vous répondre, en tout cas pour ceux qui souhaitent. Voilà, je reviens, je vous mets. Voilà, je vous mets dans la conversation la page d'accès au programme pour ceux qui ne veulent pas forcément rester pour les questions-réponses et qui veulent partir voir le contenu du programme ou même s'inscrire. Hein. Je ne vous l'ai pas dit, mais comme c'est le lancement du programme, il y a un tarif préférentiel en fait. Comme c'est la première fois que je le lance, le programme Gérer ses émotions est sur les rails, c'est bon. Mais celui-là, il est tout neuf, donc il y a un tarif préférentiel pour ceux qui s'inscrivent maintenant par rapport à plus tard. Et la formation dure 2 mois. En fait, les cours se déclenchent pendant 2 mois, généralement à plusieurs jours, voire une semaine d'intervalle en fonction des exercices qu'il y a à faire entre. Je laisse beaucoup de jours pour pouvoir travailler. Mais il n'y a aucune obligation à la suivre à la vitesse à laquelle les cours se déclenchent. C'est-à-dire que vous avez accès au programme à vie et vous faites la formation à votre rythme. C'est-à-dire qu'il y en a, ils vont speeder parce qu'ils ont le temps, ils sont dispo, ils vont la faire pendant 2 mois. Et puis il y en a, ils vont mettre 4 mois, il y en a, ils vont mettre 6 mois. Voilà. Donc il n'y a surtout pas de pression à se mettre à ce niveau-là. Et on a 2 sessions tous ensemble de coaching commun avec moi et tous ceux qui suivent le programme. Donc, par exemple, les stagiaires gérer ses émotions, ils étaient 30 soignants. Donc, on a fait des coachings à 30. Et puis, vous avez un entretien individuel avec moi qui est offert en même temps que les 2 collectifs pour pouvoir travailler là sur les questions, les blocages, etc. etc. Puis moi, de toute façon, je suis avec vous tout le temps. Hein. Je réponds sur la plateforme de formation, sur le groupe privé Facebook. Je suis là tout le temps. Donc, je suis très près de vous et je vous accompagne partout. Voilà. Et alors, merci beaucoup, très intéressant. Aussi la carte du monde, je l'ai vu dans la formation Gérer ses émotions. Bah oui, Ingrid, forcément, comme tu as suivi le programme Gérer ses émotions, tu connais le concept de carte du monde. Comment gérer le décalage entre l'envie et la réalité? Alors, Marie, l'envie et la réalité de quoi en fait? Pour que je puisse répondre à ta question, il faudrait juste que tu me précises de quelle envie et de quelle réalité tu parles. Camille Legui, merci pour cette présentation. Je n'ai pas bien compris le concept de position de vie et les modes de fonctionnement OK, non OK. Pouvez-vous nous donner des exemples plus précis, s'il vous plaît? Oui, alors, la position de vie OK, non OK, c'est une position de vie que tu vas prendre dans ton enfance en fonction de toutes les injonctions qui vont t'arriver de la part de tes parents, de l'école, de la société, de tes grands-parents, de tes nounous, enfin bref, de tous ceux qui t'entourent. Donc, tu es dans une famille où on t'humilie en permanence, où on te critique, où on te dit que tu es nul, que tu n'arriveras à rien, que tu t'en sortiras pas, qu'on ne pourra jamais rien faire de toi. Enfin bon, voilà. Donc, imagine que tu vis dans cette famille-là. Selon comment toi, tu es constitué à la base, tu ne changes pas l'environnement. C'est-à-dire que tu as un environnement humiliant, rabaissant, qui te critique. Soit tu as une posture déjà de vie qui est une posture OK, c'est-à-dire mais moi je suis OK, c'est-à-dire vous voulez me mettre à une posture de non OK, mais moi je veux pas, moi je suis OK. Et en fait ce que vous n'avez pas compris, c'est que quand je vais grandir, je vais être hyper OK en fait. Et vous aurez beau me rabaisser, ça va pas marcher. Donc c'est des gens qui ont une très grosse force de vie, qui sont très résilients, qui arrivent à construire des choses folles en ayant des parcours d'extrême souffrance, d'accord? Un exemple fabuleux de OK, c'est Nelson Mandela, qu'on a emprisonné, qu'on a torturé et qui a continué à dire mais moi ça va et le monde aussi. C'est possible. Voilà. Alors qu'on a voulu le mettre dans une posture qui n'était pas ça. Donc ça c'est le fonctionnement OK non OK. Donc ça, tu vas l'acquérir. Et donc, pareil, tu vas acquérir la perception du monde extérieur. C'est-à-dire que tu peux avoir, par exemple, des parents qui te disent « Mais tu sais, la vie est belle, il y a des gens bien qui essayent de sauver la planète, les animaux, l'écologie, qui s'occupent de plein de gens et tout, qui sont super sympas. » Enfin, je sais pas, qui essayent de te vendre le monde extérieur comme quelque chose de bien. Sauf que toi, de manière innée, le monde extérieur il n'est pas OK du tout, en fait. Les gens te font peur, tu n'as pas confiance dans les hommes, tu n'as pas confiance dans les femmes, tu n'as pas confiance dans les patrons, tu n'aimes pas les villes, enfin, tu te sens agressé en permanence, tu as beaucoup de phobies sur le monde extérieur, etc. Enfin, le monde extérieur n'est pas OK du tout, alors que tu es né dans une famille où on te disait hey, l'extérieur, c'est les bisounours. Moi, je caricature, mais... Donc, dans cette posture-là, le monde que tu vas percevoir à l'extérieur,
est très dépendant de ta position de vie. Donc, si par exemple, toi, tu es non OK avec l'extérieur, mais que tu es OK avec toi, par exemple, ça veut dire, c'est l'exemple que tu donnes, voilà, ça veut dire, moi, je suis bien. Le problème, c'est pas moi, c'est que moi, je bosse bien, moi, j'ai un bon diplôme, moi, je m'en sors, moi, je m'exprime, moi, je prends des initiatives, mais eux, là, regarde-moi, on a, je sais pas moi, on a un médecin étranger, on a une faisant fonction des cadres, on a 4 internes, on a 2 étudiants infirmiers, on n'a pas de matos, mais rien ne va à l'extérieur, quoi. Mais personne n'est OK. Et puis le directeur, l'hôpital, la structure, le ministère, on en parle du ministère, le président, le ministre de la Santé, Olivier Véran, on en parle d'Olivier Véran, tu vois. Donc le monde extérieur n'est pas OK. Et donc du coup, si toi, tu es OK et que le monde extérieur n'est pas OK, dans tes relations aux autres, tu vas te positionner à ce moment-là dans une sorte de supériorité, en fait. C'est que tu as une sorte de connaissance qui est supérieure à l'autre. Parce que toi, tu saurais ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire, comment il faudrait gérer l'hôpital, comment il faudrait acquérir du matériel, comment il faudrait manager. Tu as cette prétention, entre guillemets, d'imaginer que toi, c'est bon. Et donc, ça te met dans une posture d'être qui parfois provoque des comportements, des réactions, des réflexions qui ne sont pas vraiment en lien avec la réalité, mais qui sont vraiment en lien avec la façon dont toi, tu perçois la réalité. Et c'est tout l'enjeu, en fait, c'est de prendre conscience de comment moi, je perçois le monde et comment moi, je me perçois dans mes positions de vie pour savoir si, à un moment donné, je peux rééquilibrer pour être OK. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est ça. C'est que moi, je suis OK et que les autres soient OK. Et comme ça, on peut collaborer. Comme ça, on peut travailler. Mais si on est tu vois, en situation de décalage, ça ne marche pas. Et en fait, il y a beaucoup de situations conflictuelles de travail qui naissent de ces situations de décalage. Voilà. J'espère que c'est un petit peu plus clair pour toi. Comment ça fonctionne? Il faut les identifier. Et une fois qu'on les identifie, on les travaille pour essayer de les rééquilibrer. C'est ce qu'on fait dans le programme. Voilà. Alors, Marie a répondu, comment gérer le décalage entre l'envie et la réalité au niveau de l'état gagnant? Ah, d'accord. Eh bien, parce qu'il faut faire de ses rêves une réalité, Marie. C'est que très souvent, ça naît d'une envie. Même l'envie de faire ce métier naît d'une envie avant tout. C'est très rare que notre réalité ne soit pas née d'une envie. Envie de faire un enfant, envie de se marier, envie d'aimer, envie de voyager, envie de travailler auprès des gens, envie de devenir médecin, envie de devenir infirmier. Ça naît d'une envie. Et donc, l'envie, c'est le terreau. Et la réalité, c'est le fruit que tu cueilles. Et le process, c'est comment tu passes de la graine et du terreau à l'arbre et au fruit que tu peux ensuite cueillir et goûter. Donc, l'état gagnant, c'est mettre le terreau qui est déjà là parce que tu as certainement des réussites dans ta vie, planter la graine, ça c'est ce qu'on fait avec les objectifs, travailler les objectifs pour nourrir l'arbre, et puis ensuite, il n'y a plus qu'à cueillir la pomme et à la croquer. Voilà. Mais ce décalage, il ne se gère pas. En fait, c'est un chemin, c'est un processus. Alors, merci pour ce contenu très riche. Les étudiants qui m'utilisent tes cours ont beaucoup de chance car ce que j'étais étudiante, ça disait oui, mais on va y arriver à faire évoluer les études en santé. Tu vois, moi, mon rêve, c'est d'intervenir en fac de médecine. Tu vois, j'en ai l'envie. Maintenant, j'en suis pas encore dans la réalité. Je suis pour l'instant très implantée dans les IPSI, mais je rêve de porter tout ça dans les facs de médecine pour que nos chers et tendres collègues médecins arrêtent de s'en prendre plein la figure aussi. Yes. Ok, donc c'est plus clair pour toi. Voilà. Alors, est-ce que de l'autre côté, il y a des questions-réponses? Ok, on est bon sur les questions-réponses et on est bon du côté des conférenciers. Ok. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez encore des questions? On est quelques-uns encore à être présents. J'ai tenu mon timing. Donc voilà, si vous avez des questions sur le programme, je peux vous le donner. Voilà, donc les cours sont hébergés sur une plateforme de formation, vous avez un code d'accès, vous y allez quand vous voulez, vous voyez vos vidéos, vous avez vos fichiers de travail, vos fichiers PDF. Ah oui, je vous offre 3 approches non médicamenteuses aussi, 3 bonus, 3 approches non médicamenteuses à utiliser avec vos collègues ou avec vos patients. Le programme dure 2 mois, mais vous n'êtes pas obligé de le suivre en 2 mois. Il peut être suivi par des étudiants, par des jeunes professionnels et par ceux qui se cherchent, évidemment.
Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Alors Edwige, pouvez-vous répéter ce qu'est l'état interne? L'état interne, c'est pour faire simple, c'est comment tu te perçois. L'état interne, c'est est-ce que tu te perçois, est-ce que tu te perçois, timide, réservé, renfermé, égocentrique, hystérique, est-ce que tu te c'est comment tu te vois en fait, voilà, comment tu te perçois. Ça, c'est ton état interne parce que du coup, le corps humain, la psyché humaine fait que tout ton comportement va être fait pour préserver cet état interne. Tu vois? Si tu te sens très fragile, si tu te sens très, vulnérable, eh bien toutes tes actions, tes pensées vont être guidées par ça pour venir protéger cet état interne, d'accord? Donc, pour faire simple, l'état interne, c'est comment tu te perçois. Alors, Élise, c'est marrant, je me suis rendu compte récemment que le comportement de mes collègues envers moi est peut-être la conséquence de mon propre comportement. Ah ouais. Et c'est la première étape, mais carrément. En fait, quand on a pigé, quand on a, alors, je sais pas, peut-être que je vais heurter certains qui sont là ce soir, mais quand on comprend que quasiment rien n'arrive de l'extérieur, que tout vient de nous et de la façon dont on perçoit les choses, dont on vit les choses, dont on avale les choses, dont on digère les choses et dont on interprète les choses. Quand on a compris ça, c'est une libération vers son soi et vers son être, en fait, vraiment. Je l'ai vu beaucoup dans l'autre programme, se protéger, apprendre à gérer ses émotions. Quand les soignants qui ont suivi le programme ont commencé à découvrir le lien qu'ils entretenaient eux-mêmes avec la tristesse, la colère, la joie et la peur, il y en a qui ont, enfin voilà, il y en a qui ont eu des révélations magnifiques, mais magnifiques quoi, à réaliser des années et des années de problèmes différents parce que eux-mêmes n'étaient pas au clair avec leurs propres émotions. Enfin, je sais qu'il y a quelques anciens stagiaires soignants présents à la conf ce soir, mais voilà, si vous voulez en témoigner, témoigner. Mais il y en a qui ont vraiment fait des pas de géant dans l'autre programme. Donc oui, oui, bien sûr, c'est inévitable, Élise. C'est vraiment inévitable. On attire, la victime attire son bourreau, le bourreau attire les victimes, les sauveurs attirent les victimes. C'est inévitable. Ouais, on se libère beaucoup quand on comprend ça. Très bien. Bravo, Élise, parce qu'alors il y en a, ils le comprennent jamais. Donc ils sont un peu embourbés pendant plusieurs années. C'est un peu compliqué. Allez, walou. J'ai un moustique qui me tourne autour. Très pénible. Voilà, voilà. Est-ce que vous voulez que... Voilà, bah, dites-moi si c'est bon pour vous, que vous avez plus de questions, bah, on va peut-être s'arrêter là. Voilà, donc je vous ai mis le lien vers le programme. Si vous voulez le faire tourner, faites-le tourner. Marie, quelle est... Oh, Marie met les pieds dans le plat. Je ne me suis pas présentée. Oh, quelle horreur. Ben voilà. Alors, mea culpa, parce que ça ne se fait pas, déjà, de ne pas se présenter. Mais effectivement, je suis tellement partie du principe que je parlais à ma communauté et à ceux qui me suivent depuis longtemps que, voilà, que du coup, j'en ai oublié de me présenter. Pardon, 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 pardon. Donc, je suis infirmière de profession depuis 18 ans bientôt. J'ai travaillé exclusivement en structure hospitalière et un petit peu en structure médico-sociale, mais surtout hospitalière. J'ai fait le plus gros de ma carrière avec des adultes en fin de vie. J'ai terminé ma carrière hospitalière, on va dire, ces 4 dernières années dans une équipe mobile de soins palliatifs. J'y ai passé mon début de soins palliatifs. J'ai surtout fait beaucoup de formations autour de la relation d'aide et du développement personnel. J'ai fait une formation de 2 ans à Paris sur la relation d'aide qui m'a énormément aidée et qui m'a surtout permis de sortir de mon épuisement professionnel parce qu'après 8 ans de DE, j'étais prête à raccrocher ma blouse, j'allais aller faire autre chose. Donc je suis allée faire cette formation dans l'idée de faire autre chose et en fait, ça a été les clés de tout et le départ de tout. Et aujourd'hui, depuis 1 an, je développe une activité qui n'est plus du tout une activité d'infirmière, c'est une activité autour de prendre soin des soignants. Donc j'organise des stages en présentiel, j'organise des formations en ligne, j'organise du suivi en ligne parce que moi j'habite sur l'île de la Réunion. Et donc, j'ai monté mon blog il y a 2 ans qui s'appelle Confiance en soin,
Confiance en soi, et sur lequel il y a énormément d'articles. Voilà, il y a une chaîne YouTube associée, des réseaux sociaux, parce qu'il faut répondre à toute la génération de soignants, des plus jeunes connectés aux moins jeunes. Et voilà, j'ai écrit un bouquin aussi qui s'appelle La blouse blanche du papillon, qui est un livre qui est sorti le 1er février, qui est disponible dans toutes les librairies, Fnac, Cultura, Amazon, enfin voilà, sur commande dans les librairies qui n'ont pas en stock, et qui raconte un peu justement mon parcours et cette réflexion que j'ai menée tout au long de cette carrière, et les illusions que j'avais, les désillusions, et comment j'ai progressivement changé mon regard sur mon métier et sur ce que je vivais. Et c'est vraiment ce changement de regard qui m'a permis de continuer à empiler à l'hôpital pendant 8 ans. Et toutes les approches non médicamenteuses que je vous offre dans les programmes, je les ai trouvées auprès de formations. Donc, Joël Savatowski, l'Institut Toucher Massage, la relaxation que j'ai fait dans la même école de relation d'aide. Donc, j'ai fait de la relaxation, pratique méditative, etc. pour intégrer les pratiques. Et voilà. Et donc, je garde contact avec les patients en les accompagnant de manière très particulière, puisque je pratique une forme d'art-thérapie qui s'appelle l'art soignant centré sur la joie. Donc, j'ai un personnage elfique et féerique qui s'appelle Alizé et qui part dans les chambres à la rencontre des adultes en fin de vie pour les reconnecter à leurs propres ressources et à leur propre joie profonde et intrinsèque, pour leur permettre de mettre du sens dans ce qu'ils sont en train de traverser avant leur départ pour le grand voyage, parce que ce temps de la fin de vie, c'est un temps qui est très important pour moi. Donc voilà, donc mon job aujourd'hui, c'est de connecter les gens à leurs propres ressources, parce qu'on a tous nos propres ressources, donc les soignants et les patients dans notre domaine beaucoup plus spirituel. Voilà, merci. Voilà Marie, pour mon parcours. Merci beaucoup pour cette conférence, tes guidages et tes conseils envers nous. On ressent ton envie de nous aider. Bah écoute, alors si vous le ressentez, tant mieux. Ouais. En fait, quand j'étais en équipe mobile de soins palliatifs, je me suis retrouvée à faire beaucoup de formations, parce que dans le cahier des charges des équipes mobiles, l'objectif, c'est de faire du compagnonnage de pairs, PAIRS. Donc on a médecins, infirmiers, psychos, et on fait beaucoup de compagnonnage. Et là, j'ai réalisé... je ne vais pas dire que j'ai réalisé la souffrance des soignants, parce que ça faisait quand même 17 ans que je travaillais à l'hôpital, donc je l'avais un petit peu réalisé. Mais j'ai surtout réalisé que ce que moi, je pouvais transmettre, parce que je lui disais, mais tu sais, si tu vois les choses comme ça, mais tu crois pas que... Et à chaque fois, je voyais des étincelles dans les yeux, et les gens me disaient, putain, mais pourquoi on ne nous l'apprend pas, ça? Pourquoi on ne nous le dit pas? Et puis alors les étudiants aussi, surtout les étudiants que j'ai en première, deuxième et troisième année, où ils me disent, mais pourquoi on ne nous parle pas de ça? Pourquoi on ne nous apprend pas à être soignant, quoi? Pourquoi on ne nous apprend qu'à faire des soins? Pourquoi on ne nous apprend jamais à être soignant? Mais en fait, ça part de là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait un métier tourné vers l'humain, qu'il soit social, médical, médico-social, paramédical, enfin, je veux dire, peu importe. À partir du moment où on est dans l'humain, où on n'est pas dans la fabrication de bouteilles ou de bagnoles, on est forcément obligé de se connecter à soi, parce que ça va forcément nous renvoyer des choses, et on va forcément travailler avec ce qu'on est, avec nous, quoi. Donc voilà, oui, maintenant, aujourd'hui, j'ai réalisé que il fallait surtout pas que je garde tout ça pour moi. Ça m'avait tellement aidé, qu'il fallait que je transmette et que j'écrive. C'est pour ça qu'il y a le blog. J'ai énormément écrit sur le blog, et après, j'ai écrit mon livre, et je continue d'écrire, parce que j'ai besoin que ça sorte, et j'ai besoin de transmettre, et je crois que c'est ma façon à moi d'avoir envie de changer les choses, quoi. Voilà, je suis passée par l'extérieur. Donc, c'est une grande envie qui deviendra, j'en suis sûre, une réalité demain. Pour répondre encore une fois à la question. Voilà, écoutez, je crois que je vais pouvoir vous laisser. Ça fait 1h20 qu'on est ensemble. Je ne vois jamais le temps passer dans ces webinaires. Je me suis régalée d'être avec vous, et j'espère que j'en retrouverai quelques-uns d'entre vous de l'autre côté, dans la formation. Alors, je n'ai pas le compte. Alors, je n'ai pas le lien. Ah oui, alors Latifa, le lien, en fait, il est dans Converser. Normalement, tu dois avoir une fenêtre Converser. Et alors, attends, peut-être je peux le mettre là. Ah si, j'ai réussi. Non, je n'ai pas réussi. Ah si, oui. Voilà. Ah si, ça y est. Attends, je peux te l'envoyer directement. Voilà, pardon. Camille, j'ai envoyé le lien. C'était pas à toi que je voulais l'envoyer. Je voulais l'envoyer à Latifa. Voilà, ça y est, Latifa, je te l'ai envoyé, donc c'est bon.
Et voilà, donc écoute, j'espère vraiment que je retrouverai certains d'entre vous de l'autre côté. C'est toujours sympa de découvrir des personnes pendant le webinaire et après de les accompagner dans le programme. C'est ce qui s'était passé pour les autres dans la gestion des émotions. Et puis voilà, et puis pour ceux qui se sentent pas de suivre le programme, il reste ouvert, donc vous pourrez venir. C'est juste qu'à un moment donné, il changera de classe tarifaire quand le premier groupe aura été accompagné et qu'il aura été peaufiné, travaillé. On va dire que les premiers stagiaires auront essuyé un peu les plâtres. Des fois, il y a des couacs. Après, il montera un peu en gamme, mais il restera quand même accessible. L'objectif, c'est qu'il soit accessible à un très, très grand nombre de soignants. C'est mon objectif, de ne pas faire des programmes inaccessibles. Voilà, donc partagez autour de vous. Vous avez le lien, copier-coller. Je ne sais pas si ça peut intéresser des collègues de promo, des collègues de boulot, des connaissances, des proches. Ça me fera toujours plaisir de savoir qu'ils sont arrivés par vous. Et puis vous savez où me trouver. Je vais vous mettre l'adresse du blog. Voilà, moi je ne suis jamais très loin de lui. Voilà, je ne sais pas s'il y a des gens de la Réunion ici ce soir. Et je suis en dédicace samedi à Saint-Denis, à la librairie Autrement pour le bouquin. Et voilà, je crois que je vous ai tout donné comme info. Vous savez tout. Et je fais un stage en présentiel à la Réunion au mois de novembre. Voilà, pour se ressourcer et se reconnecter en tant que soignant. Je vous embrasse tous très fort et j'ai envie de dire au prochain webinaire. Voilà, ou de l'autre côté à la formation. Merci de votre présence, merci de votre bienveillance, merci de vos interactions. Merci beaucoup. Gratitude, je suis ravie. Passez une très bonne soirée. À bientôt.